En Marche. Et la parole est à Monsieur Olivier Servat. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, depuis l'alternance au Conseil régional en décembre 2015, la Guadeloupe va de mieux en mieux sur le plan économique. Après un pic cette année-là, le chômage avait amorcé une tendance de recul et nous espérons pouvoir maintenir celle-ci tout au long de la mandature. Et je n'aurai de relâche dans l'œuvre qui est la mienne et dans ma vie politique tant que les Guadeloupéens n'auront pas d'emploi. C'est mon engagement. Vous l'imaginez, c'est un sacré défi car l'économie de notre territoire, comme celle de la plupart des Outre-mer, est largement soumise aux aléas climatiques et sismiques. Nos Outre-mer frémissent quand nous évoquons la saison des cyclones susceptibles de venir troubler un peu plus le jeu de la production de richesses créatrices d'emplois. L'emploi déjà mis à mal par les handicaps structurels de nos territoires, qui sont à la fois peu peuplés, éloignés, insulaires, montagneux, bref, sont enclavés et de ce fait soumis au pouvoir économique qui capte le pouvoir d'achat du consommateur. En dépit des efforts que nous avons consentis pour redynamiser un territoire frappé par 27% de chômage, cet enclavement aboutit encore à un renchérissement des prix à la consommation qui demeure anormalement plus élevé que dans l'Hexagone de 40% en moyenne. De quoi accroître un peu plus la misère sociale qui frappe nos concitoyens outre-mer. La problématique est bien connue par l'ensemble des parlementaires ultramarins que je souhaite associer à cette question. Il s'agit de la vie chère outre-mer. Madame la Ministre, les ultramarins continuent de payer trop cher les biens qu'ils consomment. Le 20 novembre 2012, le Parlement a adopté une loi pour la régulation économique outre-mer qui comporte un certain nombre de mesures visant justement à lutter contre ce phénomène que subissent nos concitoyens au quotidien. Les Outre-mer veulent savoir, Madame la Ministre, où en sommes-nous de la lutte contre la vie chère et de la mise en œuvre de cette grande loi. Je vous remercie. Merci, Madame la Ministre. Vous avez la parole. Monsieur le député Olivier Servat, effectivement, 3 dispositifs ont été introduits dans le cadre de la loi Lurel de 2012 qui avait pour objectif la régulation économique. C'est une loi dite effectivement Lurel et qui proposait la création d'un bouclier qualité-prix qui existe dans les territoires ultramarins, l'amélioration de l'information, notamment sur les marges des entreprises qu'analysent aujourd'hui les observatoires des prix et des marges et des revenus qui ont lieu et qui ont été installés dans tous les territoires d'outre-mer, et puis la possibilité pour les pouvoirs publics de réguler les marchés s'il y a dysfonctionnement effectivement constaté. Alors, des avancées ont été obtenues, et il faut le dire. Négociation annuelle qui est menée par les préfets avec les acteurs économiques qui ont globalement adhéré à la démarche sur les prix des produits de première nécessité figurant dans les listes des BQP, puisque nous les appelons comme ça. Des réflexions qui ont été engagées sur l'extension justement de ce bouclier qualité-prix à d'autres types de production, de consommation dans les territoires d'outre-mer, et puis une étude menée par ces observatoires, notamment à La Réunion et à Mayotte, sur les prix des matériaux de construction, ayant permis de déclencher la saisine de l'autorité de la concurrence qui rendra son avis, j'en parlais tout à l'heure, en mai 2018, qui nous permettra peut-être effectivement d'avancer davantage sur ces questions. Alors si des progrès sont au rendez-vous, la modération des prix une modération des prix a été enregistrée. On n'est pas non plus au rendez-vous ou à l'espoir qu'avait créé ce projet de loi. Et il nous faut aujourd'hui que nous puissions en faire tous ensemble le bilan et avancer sur, parce que c'est quand même une loi qui a aujourd'hui 5 ans, donc il est normal qu'on s'y intéresse, et aujourd'hui avancer avec l'autorité de la concurrence pour apporter des réponses et rappeler combien ces mesures, dans leur esprit, sont indispensables au territoire d'outre-mer. Mais au-delà du bilan, et conformément aux engagements du président de la République, je souhaite que l'analyse de l'autorité de la concurrence, je l'ai dit tout à l'heure, porte aussi sur les prix pratiqués dans certains secteurs d'activité sensibles. Je les ai cités tout à l'heure. Bien sûr, le milieu bancaire, l'aérien, les télécoms, ce sont toujours des tarifs qui sont extrêmement élevés dans les territoires d'outre-mer et où l'ensemble de nos concitoyens demandent toujours une justification de ces prix élevés. Nous aurons, je l'espère, des réponses à nos questions et peut-être lever des freins à la concurrence qui permettront un développement de nos territoires plus facile, mais aussi que nos concitoyens aient les mêmes possibilités que d'autres dans l'Hexagone de pouvoir consommer davantage.
Merci. Deuxième question de Monsieur Servat. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, le 31 décembre 2017, le dispositif fiscal prévu à l'article 199(1)(c) du Code général des impôts, qui permettait aux personnes dont les revenus étaient les plus faibles de rénover leurs habitations, est arrivé à échéance pour les DOM. Pourtant, 50 000 logements dont les propriétaires vivent dans des conditions économiques difficiles restent à rénover dans l'ensemble des Outre-mer. Certes, un dispositif de crédit d'impôt a pris le relais à compter du 1er janvier 2018. Cependant, celui-ci est bien moins intéressant pour les ultramarins que la défiscalisation, dans la mesure où il induit pour ceux-ci des capacités de financement de leurs investissements. Or, le public auquel s'adresse le dispositif ne dispose pas de telles capacités de financement. Au cours des discussions qui ont précédé l'adoption du projet de loi de finances pour 2018, nous avions longuement échangé sur la pérennisation du dispositif de défiscalisation et sur le gel de l'ensemble des aides fiscales dans l'attente des conclusions des assises des Outre-mer. Ces discussions n'ont toutefois pas forcément abouti. Les socioprofessionnels ultramarins se retrouvent dans l'incertitude quant à la portée de l'amendement dit Letchimy qui prévoit que le dispositif de défiscalisation continue d'être mis en œuvre tant qu'aucun d'autre dispositif de préfinancement du crédit d'impôt n'a été adopté. Cette incertitude nous fait d'ailleurs craindre les effets de l'extinction de l'ensemble des dispositifs d'aide fiscale pour les DOM que la loi fixe au 31 décembre 2020. L'amendement précité, Letchimy, devrait les rendre indéfinis dans le temps, alors que nous n'imaginons bien que telle ne saurait être la volonté du gouvernement. Cependant, dans un contexte économique où 95% des entreprises sont des TPE de moins de 5 salariés, qui ne disposent donc pas de moyens de financement par elles-mêmes de leurs investissements, la prévisibilité et la stabilité de ces aides est la clé de voûte d'une dynamique économique pérenne pour nos territoires. Aussi, Madame la Ministre, les ultramarins s'interrogent sur les perspectives envisagées par l'État pour accompagner durablement le dynamisme de leurs économies. Je vous remercie. Merci. Madame la Ministre. Monsieur le député Servat, l'état du parc de l'habitat dans les Outre-mer nécessite de poursuivre bien sûr une politique ambitieuse de construction et de rénovation. Et c'est d'ailleurs à ce prix que le BTP ira mieux. Le BTP va mieux quand on porte des projets. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, bien sûr. Alors, ces politiques de soutien se traduisent bien sûr par le financement sur le budget de l'Outre-mer. Opération d'amélioration de l'habitat privé, c'est 21,7 millions d'euros qui ont été consacrés en 2017 et par des dispositifs d'incitation fiscale. Et je rappelle à cet égard que j'ai souhaité que dans le cadre de la LFI 2018, que des réductions et crédits d'impôt s'appliquent aussi à la réalisation de travaux de confortement, vous le savez, contre les risques sismiques et cycloniques, puisque c'est une donnée que nous devons davantage prendre aujourd'hui. En l'absence de mécanisme, vous l'avez dit, de préfinancement à taux zéro des investissements, en complément de la mobilisation du crédit d'impôt, l'article 199 que vous avez cité UC continue effectivement de s'appliquer dans les mêmes termes. Il n'est donc pas arrivé à échéance et peut toujours, il faut le dire, être mobilisé. Alors j'ai conscience que la rédaction de cette disposition dans le Code général des impôts suscite des questionnements et peut-être même des incertitudes. Mais il faudra probablement effectivement qu'on puisse le clarifier parce que la revue des aides économiques est bien sûr une occasion exceptionnelle de clarifier cet élément. Et je sais qu'on aurait envie que les dispositifs soient installés à l'infini, mais c'est pas possible, c'est juste pas possible. Il nous faut effectivement aujourd'hui, et c'est comme ça que sont prévues les choses, mettre des dates qui définissent le temps de ces dispositifs. Mais bien entendu, et vous avez raison, le gouvernement n'a absolument pas l'intention de remettre le crédit d'impôt en question, de remettre le dispositif en question, puisqu'il faut d'abord pouvoir apporter une réponse complémentaire. Je considère, moi, que le crédit d'impôt est plus favorable aux particuliers, parce que les acquéreurs n'ont pas à supporter les coûts d'intermédiation. Et si le crédit d'impôt est supérieur à l'impôt dû, bien sûr, il offre des préfinancements dans le cadre du PTZ pour basculer du régime de la réduction d'impôt au crédit d'impôt. Franchement, je trouve qu'on a ce débat-là qui est passionnant et que nous devons le mettre en
on débat et échanger sur ces questions, là aussi dans le cadre de nos échanges. Moi, je ne veux pas préjuger des travaux auxquels vous vous êtes largement impliqués et vous aurez sans doute à la sortie de cette revue des réponses plus précises. Et Madame Sophie Pannenac.